Alain Fournier, Le Grand Môle. Deuxième partie. Chapitre 1er. Le grand jeu. Le grand vent et le froid, la pluie ou la neige, l'impossibilité où nous étions de mener à bien de longues recherches nous empêchèrent, Maulne et moi, de reparler du pays perdu avant la fin de l'hiver. Nous ne pouvions rien commencer de sérieux durant ces brèves journées de février, ces jeudis sillonnés de bourrasques qui finissaient régulièrement vers 5 heures par une morne pluie glacée. Rien ne nous rappelait l'aventure de Maulne, sinon ce fait étrange que depuis l'après-midi de son retour, nous n'avions plus d'amis. Aux récréations, les mêmes jeux qu'autrefois s'organisaient, mais Jasmin ne parlait jamais plus au grand Maulne. Les soirs, aussitôt la classe balayée, la cour se vidait comme au temps où j'étais seule, et je voyais errer mon compagnon du jardin au hangar et de la cour à la salle à manger. Les jeudis matins, chacun de nous, installé sur le bureau d'une des 2 salles de classe, nous lisions Rousseau et Paul-Louis Courier, que nous avions dénichés dans les placards entre des méthodes d'anglais et des cahiers de musique finement recopiés. L'après-midi, c'était quelques visites qui nous faisaient fuir l'appartement, et nous regagnions l'école. Nous entendions parfois des groupes de grands élèves qui s'arrêtaient un instant, comme par hasard, devant le portail, le heurtaient en jouant à des jeux militaires incompréhensibles, et puis s'en allaient. Cette triste vie se poursuivit jusqu'à la fin de février. Je commençais à croire que Maulne avait tout oublié, lorsqu'une aventure, plus étrange que les autres, vint me prouver que je m'étais trompée, et qu'une crise violente se préparait sous la surface morne de cette vie d'hiver. Ce fut justement un jeudi soir, vers la fin du mois, que la première nouvelle du domaine étrange, la première vague de cette aventure dont nous ne reparlions pas, arriva jusqu'à nous. Nous étions en pleine veillée. Mes grands-parents, repartis, restaient seulement avec nous, Milly et mon père, qui ne se doutait nullement de la sourde fâcherie par quoi toute la classe était divisée en 2 clans. À 8 heures, Milly, qui avait ouvert la porte pour jeter dehors les miettes du repas fini, cria « Ah !» d'une voix si claire que nous nous approchâmes pour regarder. Il y avait sur le seuil une couche de neige. Comme il faisait très sombre, je m'avançai de quelques pas dans la cour pour voir si la couche était profonde. Je sentis des flocons légers qui me glissaient sur la figure et fondaient aussitôt. On me fit rentrer très vite et Milly ferma la porte frileusement. À 9 heures, nous nous disposions à monter nous coucher. Ma mère avait déjà la lampe à la main lorsque nous entendîmes très nettement 2 grands coups lancés à toute volée dans le portail, à l'autre bout de la cour. Elle replaça la lampe sur la table et nous restâmes tous debout aux aguets, l'oreille tendue. Il ne fallait pas songer à aller voir ce qui se passait. Avant d'avoir traversé seulement la moitié de la cour, la lampe eût été éteinte et le verre brisé. Il y eut un court silence, et mon père commençait à dire que c'était sans doute lorsque, tout juste sous la fenêtre de la salle à manger, qui donnait, je l'ai dit, sur la route de la gare, un coup de sifflet partit, strident et très prolongé, qui dut s'entendre jusque dans la rue de l'église. Et immédiatement derrière la fenêtre, à peine voilée par les carreaux, poussés par des gens qui devaient être montés à la force des poignées sur l'appui extérieur, éclatèrent des cris perçants. « Amenez-le, amenez-le » À l'autre extrémité du bâtiment, les mêmes cris répondirent. Cela avait dû passer par le champ du père Martin. Il devait être grimpé sur le mur bas qui séparait le champ de notre cour. Puis, vociférés à chaque endroit par 8 ou 10 inconnus aux voix déguisées, les cris de « Amenez-le » éclatèrent successivement. Sur le toit du cellier qu'ils avaient dû atteindre en escaladant un tas de fagots adossés au mur extérieur, sur un petit mur qui joignait le hangar au portail et dont la crête arrondie permettait de se mettre commodément à cheval, sur le mur grillé de la route de la gare où l'on pouvait facilement monter. Enfin, par derrière, dans le jardin, une troupe retardataire arriva, qui fit la même sarabande, criant cette fois « à l'abordage ». Et nous entendions l'écho de leurs cris résonner dans les salles de classe vides dont s'ils avaient ouvert les fenêtres. Nous connaissions si bien, Maulne et moi, les détours et les passages de la grande demeure, que nous voyions très nettement, comme sur un plan, tous les points où ces gens inconnus étaient en train de l'attaquer. À vrai dire, ce fut seulement au tout premier instant que nous eûmes de l'effroi. Le coup de sifflet nous fit penser tous les 4 à une attaque de rôdeurs et de bohémiens. Justement, il y avait depuis une quinzaine, sur la place derrière l'église, un grand malandrin et un jeune garçon à la tête serrée dans des bandages. Il y avait aussi, chez les charrons et les maréchaux, des ouvriers qui n'étaient pas du pays. Mais dès que nous eûmes entendu les assaillants crier, nous fûmes persuadés que nous avions affaire à des gens, et probablement à des jeunes gens, du bourg. Il y avait même certainement des gamins, on reconnaissait leur voix suraiguë, dans la troupe qui se jetait à l'assaut de notre demeure comme à l'abordage d'un navire. « Oh, bien par exemple !» s'écria mon père. Émilie demanda à mi-voix. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Lorsque soudain les voix du portail et du mur grillé, puis celles de la fenêtre, s'arrêtèrent.
2 coups de sifflet partirent derrière la croisée. Les cris des gens grimpés sur le cellier comme ceux des assaillants du jardin décrurent progressivement, puis cessèrent. Nous entendîmes le long du mur de la salle à manger le frôlement de toute la troupe qui se retirait en hâte et dont les pas étaient amortis par la neige. Quelqu'un évidemment les dérangeait. À cette heure où tout dormait, ils avaient pensé mener en paix leur assaut contre cette maison isolée à la sortie du bourg. Mais voici qu'on troublait leur plan de campagne. À peine avions-nous eu le temps de nous ressaisir, car l'attaque avait été soudaine comme un abordage bien conduit, et nous disposions-nous à sortir, que nous entendîmes une voix connue appeler à la petite grille. « Monsieur Sorel, monsieur Sorel !» C'était monsieur Pasquier, le boucher. Le gros petit homme racla ses sabots sur le seuil, secoua sa courte blouse saupoudrée de neige et entra. Il se donnait l'air finaud et effaré de quelqu'un qui a surpris tout le secret d'une mystérieuse affaire. J'étais dans ma cour, qui donne sur la place des 4 routes. J'allais fermer les tables des chevreaux. Tout à coup, dressé sur la neige, qu'est-ce que je vois? 2 grands gars qui semblaient faire sentinelle ou guetter quelque chose. Ils étaient vers la croix. Je m'avance. Je fais 2 pas. Les voilà partis au grand galop du côté de chez vous. Je n'ai pas hésité. J'ai pris mon falot et j'ai dit « Je vais aller raconter ça à monsieur Sorel. » Et le voilà qui recommence son histoire. J'étais dans la cour, derrière chez moi. Sur ce, on lui offre une liqueur qu'il accepte, et on lui demande des détails qu'il est incapable de fournir. Il n'avait rien vu en arrivant à la maison. Toutes les troupes, mises en éveil par les 2 sentinelles qui l'avaient dérangé, s'étaient éclipsées aussitôt. Quant à dire qui ces estafettes pouvaient être, ça pourrait bien être des Bohémiens, avançait-il. Depuis bientôt un mois qu'ils sont sur la place à attendre le beau temps pour jouer la comédie, ils ne sont pas sans avoir organisé quelques mauvais coups. Tout cela ne nous avançait guère, et nous restions debout, fort perplexes, tandis que l'homme sirotait la liqueur et de nouveau mimait son histoire, lorsque Maulne, qui avait écouté jusque-là fort attentivement, prit par terre le falot du boucher et décida « Il faut aller voir !» Il ouvrit la porte et nous le suivîmes. Monsieur Sorel, monsieur Pasquier et moi. Milly, déjà rassurée puisque les assaillants étaient partis, et comme tous les gens ordonnés et méticuleux, fort peu curieuse de sa nature, déclara « Allez-y si vous voulez, mais fermez la porte et prenez la clé. Moi, je vais me coucher. Je laisserai la lampe allumée. » Chapitre 2. Nous tombons dans une embuscade. Nous partîmes sur la neige dans un silence absolu. Maulne marchait en avant, projetant la lueur en éventail de sa lanterne grillagée. À peine sortions-nous par le grand portail que, derrière la bascule municipale qui s'adossait au mur de notre préau, partirent d'un seul coup comme 2 perdreaux surpris, 2 individus encapuchonnés. Soit moquerie, soit plaisir causé par l'étrange jeu qu'ils jouaient là, soit excitation nerveuse et peur d'être rejoints, ils dirent en courant 2 ou 3 paroles coupées de rire. Maulne laissa tomber sa lanterne dans la neige en me criant « Suis-moi, François !» Et laissant là les 2 hommes âgés, incapables de soutenir une pareille course, nous nous lançâmes à la poursuite des 2 ombres qui, après avoir un instant contourné le bas du bourg en suivant le chemin de la vieille planche, remontèrent délibérément vers l'église. Ils couraient régulièrement sans trop de hâte, et nous n'avions pas de peine à les suivre. Ils traversèrent la rue de l'église où tout était endormi et silencieux, et s'engagèrent derrière le cimetière dans un dédale de petites ruelles et d'impasses. C'était là un quartier de journaliers, de couturières et de tisserands, qu'on nommait les petits coins. Nous le connaissions assez mal, et nous n'y étions jamais venus la nuit. L'endroit était désert le jour, les journaliers absents, les tisserands enfermés, et durant cette nuit de grand silence, ils paraissaient plus abandonnés, plus endormis encore que les autres quartiers du bourg. Il n'y avait donc aucune chance pour que quelqu'un survînt et nous prêtât main forte. Je ne connaissais qu'un chemin, entre ces petites maisons, posées au hasard comme des boîtes en carton. C'était celui qui menait chez la couturière qu'on surnommait la Muette. On descendait d'abord une pente assez raide, d'aller de place en place. Puis après avoir tourné 2 ou 3 fois entre des petits cours de tisserands ou des écuries vides, on arrivait dans une large impasse fermée par une cour de ferme depuis longtemps abandonnée. Chez la Muette, tandis qu'elle engageait avec ma mère une conversation silencieuse, les doigts frétillants, coupés seulement de petits cris d'infirme, je pouvais voir par la croisée le grand mur de la ferme, qui était la dernière maison de ce côté du faubourg, et la barrière toujours fermée de la cour sèche, sans paille, où jamais rien ne passait plus. C'est exactement ce chemin que les 2 inconnus suivirent. À chaque tournant, nous craignions de les perdre, mais à ma surprise, nous arrivions toujours au détour de la ruelle suivante avant qu'ils ne l'eussent quittée. Je dis « à ma surprise », car le fait n'eût pas été possible tant ces ruelles étaient courtes, s'ils n'avaient pas, chaque fois, tandis que nous les avions perdus de vue, ralenti leur allure. Enfin, sans hésiter, ils s'engagèrent dans la rue qui menait chez la Muette, et je criai à Maulne « Nous les tenons, c'est une impasse !» À vrai dire, c'était eux qui nous tenaient.
Ils nous avaient conduits là où ils avaient voulu. Arrivés au mur, ils se retournèrent vers nous résolument, et l'un des deux lança le même coup de sifflet que nous avions déjà par 2 fois entendu ce soir-là. Aussitôt, une dizaine de gars sortirent de la cour de la ferme abandonnée, où ils semblaient avoir été postés pour nous attendre. Ils étaient tous encapuchonnés, le visage enfoncé dans leur cache-nez. Qui c'était, nous le savions d'avance, mais nous étions bien résolus à n'en rien dire à M. Surel que nos affaires ne regardaient pas. Il y avait Delouche, Denis, Giroda et tous les autres. Nous reconnûmes dans la lutte leur façon de se battre et leurs voix entrecoupées. Mais un point demeurait inquiétant et semblait presque effrayer Maulne. Il y avait là quelqu'un que nous ne connaissions pas et qui paraissait être le chef. Il ne touchait pas à Maulne. Il regardait manœuvrer ses soldats qui avaient fort à faire et qui traînaient dans la neige, déguenillés du haut en bas, s'acharnaient contre le grand gars essoufflé. 2 d'entre eux s'étaient occupés de moi, m'avaient immobilisé avec peine, car je me débattais comme un diable. J'étais par terre, les genoux pliés, assis sur les talons. On me tenait les bras joints par derrière, et je regardais la scène avec une intense curiosité mêlée d'effroi. Maulne s'était débarrassé de 4 garçons du cour, qu'il avait dégrafés de sa blouse en tournant vivement sur lui-même et en les jetant à toute volée dans la neige. Bien droit sur ses 2 jambes, le personnage inconnu suivait avec intérêt, mais très calme, la bataille, répétant de temps à autre d'une voix nette « Allez, courage, revenez-y! Go on, my boys !» C'était évidemment lui qui commandait. D'où venait-il? Où et comment les avait-il entraînés à la bataille? Voilà qui restait un mystère pour nous. Il avait, comme les autres, le visage enveloppé dans un cache-nez. Mais lorsque Maulne, débarrassé de ses adversaires, s'avança vers lui, menaçant, le mouvement qu'il fit pour y voir bien clair et faire face à la situation découvrit un morceau de linge blanc qui lui enveloppait la tête, à la façon d'un bandage. C'est à ce moment que je criai à Maulne « Prends garde par derrière, il y en a un autre !» Il n'eut pas le temps de se retourner que, de la barrière à laquelle il tournait le dos, un grand diable avait surgi, et passant habilement son cache-nez autour du cou de mon ami, le renversait en arrière. Aussitôt les 4 adversaires de Maulne qui avaient piqué le nez dans la neige revenaient à la charge pour lui immobiliser les bras et les jambes, lui liant les bras avec une corde, les jambes avec un cache-nez, et le jeune personnage à la tête bandée fouillait dans ses poches. Le dernier venu, l'homme au lasso, avait allumé une petite bougie qu'il protétait de la main, et chaque fois qu'il découvrait un papier nouveau, le chef allait auprès de ce lumignon, examinait ce qu'il contenait, déplia enfin cette espèce de carte couverte d'inscriptions à laquelle Maulne travaillait depuis son retour, et s'écria avec joie « Cette fois nous l'avons! Voilà le plan, voilà le guide. Nous allons voir si ce monsieur est bien allé où je l'imagine. » Son acolyte éteignit la bougie. Chacun ramassa sa casquette ou sa ceinture, et tous disparurent silencieusement, comme ils étaient venus, me laissant libre de délier en hâte mon compagnon. « Il n'ira pas très loin avec ce plan-là, » dit Maulne en se levant. Et nous repartîmes lentement, car il boitait un peu. Nous retrouvâmes sur le chemin de l'église M. Surel et le père Pasquier. « Vous n'avez rien vu ?» dirent-ils. « Nous non plus. » Grâce à la nuit profonde, ils ne s'aperçurent de rien. Le boucher nous quitta, et M. Surel rentra bien vite se coucher. Mais nous 2, dans notre chambre, là-haut, à la lueur de la lampe que Milly nous avait laissée, nous restâmes longtemps à rafistoler nos blouses décousues, discutant à voix basse sur ce qui nous était arrivé, comme 2 compagnons d'armes le soir d'une bataille perdue. Chapitre 3. Le bohémien à l'école. Le réveil du lendemain fut pénible. À 8h30, à l'instant où M. Surel allait donner le signal d'entrée, nous arrivâmes tout essoufflés pour nous mettre dans les rangs. Comme nous étions en retard, nous nous glissâmes n'importe où, mais d'ordinaire, le grand Maulne était le premier de la longue file d'élèves, coude à coude, chargés de livres, de cahiers et de porte-plumes que M. Surel inspectait. Je fus surpris de l'empressement silencieux que l'on mit à nous faire place vers le milieu de la file. Et tandis que M. Surel, retardant de quelques secondes l'entrée au cours, inspectait le grand Maulne, j'avançai curieusement la tête, regardant à droite et à gauche pour voir les visages de mes ennemis de la veille. Le premier que j'aperçus était celui-là même auquel je ne cessais de penser, mais le dernier que j'eusse pu m'attendre à voir en ce lieu. Il était à la place habituelle de Maulne, le premier de tous, un pied sur la marche de pierre, une épaule et le coin du sac qu'il avait sur le dos à côté au chambranle de la porte. Son visage fin, très pâle, un peu piqué de rousseur, était penché et tourné vers nous avec une sorte de curiosité méprisante et amusée. Il avait la tête et tout un côté de la figure bandée de linge blanc. Je reconnaissais le chef de bande, le jeune bohémien qui nous avait volé la nuit précédente. Mais déjà nous entrions dans la classe et chacun prenait sa place. Le nouvel élève s'assit près du poteau, à la gauche du long banc dont Maulne occupait à droite la première place. Giroda, Delouche et les 3 autres du premier banc s'étaient serrés les uns contre les autres pour lui faire place,
comme si tout eût été convenu d'avance. Souvent, l'hiver, passaient ainsi parmi nous des élèves de hasard, mariniers pris par les glaces dans le canal, apprentis, voyageurs immobilisés par la neige. Ils restaient au cours 2 jours, 1 mois, rarement plus. Objets de curiosité durant la première heure, ils étaient aussitôt négligés et disparaissaient bien vite dans la foule des élèves ordinaires. Mais celui-ci ne devait pas se faire oublier aussitôt. Je me rappelle encore cet être singulier et tous les trésors étranges apportés dans ce cartable qu'il s'accrochait au dos. Ce furent d'abord les porte-plumes à vue qu'il tira pour écrire sa dictée. Dans un œillet du manche, en fermant un œil, on voyait apparaître, trouble et grossi, la basilique de Lourdes ou quelques monuments inconnus. Il en choisit un, et les autres aussitôt passèrent de main en main. Puis ce fut un plumier chinois rempli de compas et d'instruments amusants qu'ils s'en allèrent par le banc de gauche, glissant silencieusement, sournoisement, de main en main, sous les cahiers, pour que M. Sorel ne pût rien voir. Passèrent aussi des livres tout neufs dont j'avais avec convoitise lu les titres derrière les couvertures de rares bouquins de notre bibliothèque. La Tête aux Mertz, La Roche aux Mouettes, Mon ami Benoît. Les uns feuilletaient d'une main sur leurs genoux ces volumes venus d'on ne savait d'où, volés peut-être, et écrivaient la dictée de l'autre main. D'autres faisaient tourner les compas au fond de leur casier. D'autres brusquement, tandis que M. Sorel, tournant le dos, continuait la dictée en marchant du bureau à la fenêtre, fermait un œil et se coulait sur l'autre la vue glauque et trouée de Notre-Dame de Paris. Et l'élève étranger, la plume à la main, son fin profil contre le poteau gris, clignait des yeux, content de tout ce jeu furtif qui s'organisait autour de lui. Peu à peu cependant, toute la classe s'inquiéta. Les objets qu'on faisait passer à mesure arrivaient l'un après l'autre dans les mains du grand mône, qui, négligemment, sans les regarder, les posait auprès de lui. Il y en eut bientôt un tas, mathématiques et diversement colorés, comme au pied de la femme qui représente la science, dans les compositions allégoriques. Fatalement, M. Sorel allait découvrir ce déballage insolite et s'apercevoir du manège. Il devait songer, d'ailleurs, à faire une enquête sur les événements de la nuit. La présence du bohémien allait faciliter sa besogne. Bientôt, en effet, il s'arrêtait, surpris devant le grand mône. « À qui appartient tout cela » demanda-t-il en désignant tout cela du dos de son livre refermé sur son index. « Je n'en sais rien » répondit Maulne d'un ton bourru sans lever la tête. Mais l'écolier inconnu intervint. « C'est à moi, dit-il. Et il ajouta aussitôt avec un geste large et élégant de jeune seigneur auquel le vieil instituteur ne sut pas résister. « Mais je les mets à votre disposition, monsieur, si vous voulez regarder. » Alors, en quelques secondes, sans bruit, comme pour ne pas troubler le nouvel état de choses qui venait de se créer, toute la classe se glissa curieusement autour du maître qui penchait sur ce trésor, sa tête demi-chauve, demi-frisée, et du jeune personnage blême qui donnait avec un air de triomphe tranquille les explications nécessaires. Cependant, silencieux à son banc, complètement délaissé, le grand mône avait ouvert son cahier de brouillon et, fronçant le sourcil, s'absorbait dans un problème difficile. Le quart d'heure nous surprit dans ses occupations. La dictée n'était pas finie et le désordre régnait dans la classe. À vrai dire, depuis le matin, la récréation durait. À 10h30 donc, lorsque la cour sombre et boueuse fut envahie par les élèves, on s'aperçut bien vite qu'un nouveau maître régnait sur les jeux. De tous les plaisirs nouveaux que le bohémien dès ce matin-là introduisit chez nous, je me rappelle que le plus sanglant. C'était une espèce de tournoi où les chevaux étaient les grands élèves chargés des plus jeunes grimpés sur leurs épaules. Partagés en 2 groupes qui partaient des 2 bouts de la cour, ils fondaient les uns sur les autres, cherchant à terrasser l'adversaire par la violence du choc, et les cavaliers, usant de cache-nez comme de lasso, ou de leurs bras tendus comme de lances, s'efforçaient de désarçonner leurs rivaux. Il y en eut dont on esquivait le choc, et qui, perdant l'équilibre, allaient s'étaler dans la boue, le cavalier roulant sous sa monture. Il y eut des écoliers à moitié désarçonnés que le cheval rattrapait par les jambes, et qui, de nouveau acharnés à la lutte, regrimpaient sur ses épaules. Monté sur le grand delage qui avait des membres démesurés, le poil roux et les oreilles décollées, le mince cavalier à la tête bandée excitait les 2 troupes rivales et dirigeait malignement sa monture en riant aux éclats. Augustin, debout sur le seuil de la classe, regardait d'abord avec mauvaise humeur s'organiser ces jeux. Et j'étais auprès de lui, indécis. « C'est un malin, » dit-il entre ses dents, les mains dans les poches. Venir ici dès ce matin, c'était le seul moyen de n'être pas soupçonné. Et M. Sorel s'y est laissé prendre. Il resta là un long moment, sa tête rase au vent à maugréer contre ce comédien qui allait faire assommer tous ces gars dont il avait été peu de temps auparavant le capitaine. Et, enfant paisible que j'étais, je ne manquais pas de l'approuver. Partout, dans tous les coins, en l'absence du maître se poursuivait la lutte. Les plus petits avaient fini par grimper les uns sur les autres. Ils couraient et culbutaient avant même d'avoir reçu le choc de l'adversaire.
Bientôt il ne resta plus debout, au milieu de la cour, qu'un groupe acharné et tourbillonnant dont surgissait par moments le bandeau blanc du nouveau chef. Alors le grand Maulne ne sut plus résister. Il baissa la tête, mit ses mains sur ses cuisses, et me cria « Allons-y, François !» Surpris par cette décision soudaine, je sautai pourtant sans hésiter sur ses épaules, et en une seconde nous étions au fort de la mêlée, tandis que la plupart des combattants, éperdus, fuyaient en criant « Voilà Maulne! Voilà le grand Maulne !» Au milieu de ceux qui restaient, il se mit à tourner sur lui-même en me disant « Étends les bras, empoigne-les comme j'ai fait cette nuit !» Et moi, grisé par la bataille, certain du triomphe, j'agrippais au passage les gamins qui se débattaient, oscillais un instant sur les épaules des grands et tombais dans la boue. En moins de rien, il ne resta debout que le nouveau venu monté sur de l'âge. Mais celui-ci, peu désireux d'engager la lutte avec Augustin, d'un violent coup de rein en arrière se redressa et fit descendre le cavalier blanc. La main à l'épaule de sa monture comme un capitaine tient le mors de son cheval, le jeune garçon debout par terre regarda le grand Maulne avec un peu de saisissement et une immense admiration. « À la bonne heure, dit-il. » Mais aussitôt la cloche sonna, dispersant les élèves qui s'étaient rassemblés autour de nous dans l'attente d'une scène curieuse. Et Maulne, dépité de n'avoir pu jeter à terre son ennemi, tourna le dos en disant avec mauvaise humeur « Ce sera pour une autre fois. » Jusqu'à midi, la classe continua comme à l'approche des vacances, mêlée d'intermèdes amusants et de conversations dont l'écolier comédien était le centre. Il expliquait comment, immobilisé par le froid sur la place, ne songeant pas même à organiser des représentations nocturnes où personne ne viendrait, il avait décidé que lui-même irait au cours pour se distraire pendant la journée, et que son compagnon soignerait les oiseaux des filles et la chèvre savante. Il racontait leur voyage dans le pays environnant, alors que l'averse tombe sur le mauvais toit de zinc de la voiture et qu'il faut descendre aux côtes pour pousser à la roue. Les élèves du fond quittaient leur table pour venir écouter de plus près. Les moins romanesques profitaient de cette occasion pour se chauffer autour du poêle. Mais bientôt la curiosité les gagnait, et ils furent rapprochés du groupe bavard en tendant l'oreille, laissant une main rosée sur le couvercle du poêle pour garder leur place. « Et de quoi vivez-vous » demanda M. Sorel qui suivait tout cela avec sa curiosité un peu puérile de maître d'école et qui posait une foule de questions. Le garçon hésita un instant, comme si jamais il ne s'était inquiété de ce détail. « Mais, répondit-il, de ce que nous avions gagné l'automne précédent, je pense. C'est Ganache qui règle les comptes. » Personne ne lui demanda qui était Ganache. Mais moi, je pensais au grand diable qui, traîtreusement la veille au soir, avait attaqué Maulne par derrière et l'avait renversé. Chapitre 4 où il est question du domaine mystérieux. L'après-midi ramena les mêmes plaisirs, et, tout le long du cours, le même désordre et la même fraude. Le bohémien avait apporté d'autres objets précieux, coquillages, jeux, chansons, et jusqu'à un petit singe qui griffait sourdement l'intérieur de sa gibecière. À chaque instant, il fallait que M. Sorel s'interrompît pour examiner ce que le malin garçon venait de tirer de son sac. 4 heures arrivèrent, et Maulne était le seul à avoir fini ses problèmes. Ce fut sans hâte que tout le monde sortit. Il n'y avait plus, semblait-il, entre les heures de cours et de récréation, cette dure démarcation qui faisait de la vie scolaire simple et réglée comme par la succession de la nuit et du jour. Nous en oubliâmes même de désigner comme d'ordinaire à M. Sorel, vers 4 heures moins 10, les 2 élèves qui devaient rester pour balayer la classe. Or, nous n'y manquions jamais, car c'était une façon d'annoncer et de hâter la sortie du cours. Le hasard voulut que ce fût ce jour-là le tour du grand Maulne. Et dès le matin, j'avais, en causant avec lui, averti le bohémien que les nouveaux étaient toujours désignés d'office pour faire le second balayeur, le jour de leur arrivée. Maulne revint en classe dès qu'il lui était cherché le pain de son goûter. Quant au bohémien, il se fit longtemps attendre et arriva le dernier, en courant, comme la nuit commençait de tomber. « Tu resteras dans la classe, » m'avait dit mon compagnon, « et pendant que je le tiendrai, tu lui reprendras le plan qu'il m'a volé. » Je m'étais donc assis sur une petite table auprès de la fenêtre, lisant à la dernière lueur du jour, et je les vis tous les deux déplacer en silence les bancs de l'école. Le grand Maulne, taciturne et l'air dur, sa blouse noire boutonnée à 3 boutons en arrière et sanglée à la ceinture. L'autre, délicat, nerveux, la tête bandée comme un blessé. Il était vêtu d'un mauvais paletot avec des déchirures que je n'avais pas remarquées pendant le jour. Plein d'une ardeur presque sauvage, il soulevait et poussait les tables avec une précipitation folle, en souriant un peu. On eût dit qu'il jouait là quelque jeu extraordinaire dont nous ne connaissions pas le fin mot. Ils arrivèrent ainsi dans le coin le plus obscur de la salle pour déplacer la dernière table. En cet endroit, d'un tour de main, Maud ne pouvait renverser son adversaire sans que personne du dehors eût chance de les apercevoir ou de les entendre par les fenêtres. Je ne comprenais pas qu'il laissât échapper une pareille occasion. L'autre, revenu près de la porte,
allait s'enfuir d'un instant à l'autre, prétextant que la besogne était terminée, et nous ne le reverrions plus. Le plan et tous les renseignements que Maud n'avait mis si longtemps à retrouver, à concilier, à réunir, seraient perdus pour nous. À chaque seconde, j'attendais de mon camarade un signe, un mouvement qui m'annonçait le début de la bataille, mais le grand garçon ne bronchait pas. Par instants seulement, il regardait avec une fixité étrange et d'un air interrogatif le bandeau du bohémien qui, dans la pénombre de la nuit, paraissait largement taché de noir. La dernière table fut déplacée sans que rien arrivât. Mais au moment où, remontant tous les deux vers le haut de la classe, ils allaient donner sur le seuil un dernier coup de balai, Maule, ne baissant la tête et sans regarder notre ennemi, dit à mi-voix : « Votre bandeau est rouge de sang, et vos habits sont déchirés. » L'autre le regarda un instant, non pas surpris de ce qu'il disait, mais profondément ému de le lui entendre dire. « Ils ont voulu, répondit-il, m'arracher votre plan tout à l'heure, sur la place. Quand ils ont su que je voulais revenir ici balayer la classe, ils ont compris que j'allais faire la paix avec vous. Ils se sont révoltés contre moi. Mais je l'ai tout de même sauvé, ajouta-t-il fièrement en tendant à Maulne le précieux papier plié. Maulne se tourna lentement vers moi. « Tu entends ?» dit-il. « Il vient de se battre et de se faire blesser pour nous, tandis que nous lui tendions un piège. » Puis cessant d'employer ce vous insolite chez les écoliers de Sainte-Agathe, « Tu es un vrai camarade, » dit-il, et il lui tendit la main. Le comédien la saisit et demeura sans parole une seconde, très troublé, la voix coupée. Mais bientôt, avec une curiosité ardente, il poursuivit. « Ainsi vous me tendiez un piège ? Que c'est amusant. Je l'avais deviné, et je me disais, ils vont être bien étonnés quand, m'ayant repris ce plan, ils s'apercevront que je l'ai complété. » « Complété ? Ah, attendez, pas entièrement. » Quittant ce ton enjoué, il ajouta gravement et lentement, se rapprochant de nous. « Maulne, il est temps que je vous le dise. Moi aussi je suis allé là où vous avez été. J'assistais à cette fête extraordinaire. J'ai bien pensé quand les garçons du cours m'ont parlé de votre aventure mystérieuse qu'il s'agissait du vieux domaine perdu. Pour m'en assurer, je vous ai volé votre carte. Mais je suis comme vous. J'ignore le nom de ce château. Je ne saurais pas y retourner. Je ne connais pas en entier le chemin qui d'ici vous y conduirait. » Avec quel élan, avec quelle intense curiosité, avec quelle amitié nous nous pressâmes contre lui. Avidement, Maulne lui posait des questions. Il nous semblait à tous deux qu'en insistant ardemment auprès de notre nouvel ami, nous lui ferions dire cela même qu'il prétendait ne pas savoir. « vous verrez, répondait le jeune garçon avec un peu d'ennui et d'embarras. Je vous ai mis sur le plan quelques indications que vous n'aviez pas. C'est tout ce que je pouvais faire. » Puis nous voyons plein d'admiration et d'enthousiasme. « Oh !» dit-il tristement et fermement. « Je préfère vous avertir. Je ne suis pas un garçon comme les autres. Il y a 3 mois, j'ai voulu me tirer une balle dans la tête, et c'est ce qui vous explique ce bandeau sur le front, comme un mobile de la Seine, en 1870. Et ce soir, en vous battant, la plaie s'est rouverte, dit Maulne avec amitié. Mais l'autre, sans y prendre garde, poursuivit d'un ton légèrement emphatique. Je voulais mourir, et puisque je n'ai pas réussi, je ne continuerai à vivre que pour l'amusement, comme un enfant, comme un bohémien. J'ai tout abandonné. Je n'ai plus ni père, ni sœur, ni maison, ni amour. Plus rien que des compagnons de jeu. » « Ces compagnons-là vous ont déjà trahi ? » dis-je. « Oui, » répondit-il avec animation. « C'est la faute d'un certain Delouche. Il a deviné que j'allais faire cause commune avec vous. Il a démoralisé ma troupe qui était bien en main. Vous avez vu cet abordage hier au soir, comme c'était conduit, comme ça marchait. Depuis mon enfance, je n'avais rien organisé d'aussi réussi. » Il resta songeur un instant et il ajouta pour me désabusé tout à fait sur son compte. « Si je suis venu vers vous deux ce soir, c'est que je m'en suis aperçu ce matin. Il y a plus de plaisir à prendre avec vous qu'avec la bande de tous les autres. C'est ce Delouche surtout qui me déplaît. Quelle idée de faire l'homme à 17 ans. Rien ne me dégoûte davantage. Pensez-vous que nous puissions le repincer ? » ?»« Certes, dit Maulne, mais resterez-vous longtemps avec nous ? » ?»« Je ne sais. Je le voudrais beaucoup. Je suis terriblement seul. Je n'ai que Ganache. » Toute sa fièvre, tout son enjouement était soudain tombé. Un instant, il plongea dans ce même désespoir où, sans doute, un jour, l'idée de se tuer l'avait surpris. « Soyez mes amis, dit-il soudain. Voyez, je connais votre secret et je l'ai défendu contre tous. Je puis vous remettre sur la trace que vous avez perdue. » Et il ajouta presque solennellement. « Soyez mes amis pour le jour où je serai encore à 2 doigts de l'enfer, comme une fois déjà. Jurez-moi que vous me répondrez quand je vous appellerai ainsi. » Et il poussa une sorte de cri étrange. « Vous, Maulne, jurez d'abord. » Et nous jurâmes, car, enfants que nous étions, tout ce qui était plus solennel et plus sérieux que nature nous séduisait.
En retour, dit-il, voici maintenant tout ce que je puis vous dire. Je vous indiquerai la maison de Paris où la jeune fille du château avait l'habitude de passer les fêtes. Pâques et la Pentecôte, le mois de juin et quelquefois une partie de l'hiver. À ce moment, une voix inconnue appela du grand portail à plusieurs reprises dans la nuit. Nous devinâmes que c'était Ganache, le bohémien qui n'osait pas ou ne savait pas comment traverser la cour. D'une voix pressante, anxieuse, il appelait tantôt très haut, tantôt presque bas. « Oh, oh !»« Dites, dites vite !» cria Maule, le jeune bohémien qui avait tressailli et qui rajustait ses habits pour partir. Le jeune garçon nous donna rapidement une adresse à Paris, que nous répétâmes à mi-voix. Puis il courut, dans l'ombre, rejoindre son compagnon à la grille, nous laissant dans un état de trouble inexplicable. Chapitre 5 – L'homme aux espadrilles. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, la veuve Delouche, l'aubergiste qui habitait dans le milieu du bourg, se leva pour allumer son feu. Dumas, son beau-frère qui habitait chez elle, devait partir en route à 4 heures, et la triste bonne femme dont la main droite était recroquevillée par une brûlure ancienne se hâtait dans la cuisine obscure pour préparer le café. Il faisait froid. Elle mit sur sa camisole un vieux fichu, puis tenant d'une main sa bougie allumée, abritant la flamme de l'autre main, la mauvaise, avec son tablier levé, elle traversa la cour encombrée de bouteilles vides et de caisses à savon, ouvrit pour y prendre du petit bois la porte du bûcher qui servait de cabane aux poules. Mais à peine avait-elle poussé la porte que, d'un coup de casquette si violent qu'il fit ronfler l'air, un individu surgissant de l'obscurité profonde éteignit la chandelle, abattit du même coup la bonne femme et s'enfuit à toutes jambes, tandis que les poules et les coqs affolés menaient un tapage infernal. L'homme emportait dans un sac, comme la veuve Delouche retrouvant son aplomb s'en aperçut un instant plus tard, une douzaine de ses poulets les plus beaux. Au cri de sa belle-sœur, Dumas était accouru. Il constata que le chenapan, pour entrer, avait dû ouvrir avec une fausse clé la porte de la petite cour et qu'il s'était enfui, sans la refermer, par le même chemin. Aussitôt, en homme habitué aux braconniers et aux chapardeurs, il alluma le falot de sa voiture, et le prenant d'une main, son fusil chargé de l'autre, il s'efforça de suivre la trace du voleur. Trace très imprécise, l'individu devait être chaussé d'espadrilles, qui le mena sur la route de la gare, puis se perdit devant la barrière d'un pré. Forcé d'arrêter là ses recherches, il releva la tête, s'arrêta, et entendit au loin sur la même route le bruit d'une voiture lancée au grand galop qui s'enfuyait. De son côté, Jasmin Delouche, le fils de la veuve, s'était levé, et, jetant en hâte un capuchon sur ses épaules, il était sorti en chaussons pour inspecter le bourg. Tout dormait, tout était plongé dans l'obscurité et le silence profond qui précède les premières lueurs du jour. Arrivé aux 4 routes, il entendit seulement, comme son oncle, très loin, sur la colline des Riaudes, le bruit d'une voiture dont le cheval devait galoper les 4 pieds levés. Garçon malin et fanfaron, il se dit alors, comme il nous le répéta par la suite, avec l'insupportable graissement des faubourgs de Montluçon, « Ceux-là sont partis vers la gare, mais il n'est pas dit que je n'en chaufferai pas d'autres, de l'autre côté du bourg. » Et il rebroussa chemin vers l'église, dans le même silence nocturne. Sur la place, dans la roulotte des bohémiens, il y avait une lumière, quelqu'un de malade sans doute. Il allait s'approcher pour demander ce qui était arrivé, lorsqu'une ombre silencieuse, une ombre chaussée d'espadrilles, déboucha des petits coins et accourut au galop, sans rien voir, vers le marchepied de la voiture. Jasmin, qui avait reconnu l'allure de Ganache, s'avança soudain dans la lumière et demanda à mi-voix : « Eh bien, qu'y a-t-il » Hagard, échevelé, édenté, l'autre s'arrêta, le regarda avec un rictus misérable causé par l'effroi et la suffocation, et répondit d'une haleine hachée : « C'est le compagnon qui est malade. Il s'est battu hier soir et sa blessure s'est rouverte. Je viens d'aller chercher la sœur. » En effet, comme Jasmin Delouche, fort intrigué, rentrait chez lui pour se recoucher, il rencontra vers le milieu du bourg une religieuse qui se hâtait. Au matin, plusieurs habitants de Sainte-Agathe sortirent sur le seuil de leur porte avec les mêmes yeux bouffis et meurtris par une nuit sans sommeil. Ce fut chez tous un cri d'indignation, et, par le bourg, comme une traînée de poudre. Chez Giraudin, on avait entendu vers 2 heures du matin une carriole qui s'arrêtait, et dans laquelle on chargeait en hâte des paquets qui tombaient mollement. Il n'y avait, dans la maison, que 2 femmes, et elles n'avaient pas osé bouger. Au jour, elles avaient compris, en ouvrant la basse-cour, que les paquets en question étaient les lapins et la volaille. Mélie, durant la première récréation, trouva devant la porte de la buanderie plusieurs allumettes à demi brûlées. On en conclut qu'ils étaient mal renseignés sur notre demeure et n'avaient pu entrer. Chez Perreux, chez Boujardon et chez Clément, on crut d'abord qu'ils avaient volé aussi les crochons, mais on les retrouva dans la matinée occupés à déterrer des salades dans différents jardins. Tout le troupeau avait profité de l'occasion et de la porte ouverte pour faire une petite promenade nocturne.
Presque partout on avait enlevé la volaille, mais on s'en était tenu là. Madame Pignot, la boulangère qui ne faisait pas d'élevage, cria bien toute la journée qu'on lui avait volé son battoir et une livre d'indigo. Mais le fait ne fut jamais prouvé, ni inscrit sur le procès-verbal. Cet affolement, cette crainte, ce bavardage durèrent tout le matin. En classe, Jasmin raconta son aventure de la nuit. « Ils sont malins, disait-il. Mais si mon oncle en avait rencontré un, il l'a bien dit, je le fusillais comme un lapin. » Et il ajoutait en nous regardant. « C'est heureux qu'il n'ait pas rencontré Ganache. Il était capable de tirer dessus. C'est tous la même race, qu'il dit. » Et De Seigne le disait aussi. Personne cependant ne songeait à inquiéter nos nouveaux amis. C'est le lendemain soir seulement que Jasmin fit remarquer à son oncle que Ganache, comme leur voleur, était chaussé d'espadrilles. Ils furent d'accord pour trouver qu'il valait la peine de dire cela aux gendarmes. Ils décidèrent donc, en grand secret, d'aller dès leur premier loisir au chef-lieu de canton prévenir le brigadier de la gendarmerie. Durant les jours qui suivirent, le jeune bohémien, malade de sa blessure légèrement rouverte, ne parut pas. Sur la place de l'église, le soir, nous allions rôder, rien que pour voir sa lampe derrière le rideau rouge de la voiture. Pleins d'angoisse et de fièvre, nous restions là sans oser approcher de l'humble bicoque qui nous paraissait être le mystérieux passage et l'antichambre du pays dont nous avions perdu le chemin. Chapitre 6. Une dispute dans la coulisse. Tandis que c'était de troubles divers durant ces journées passées, nous avions empêché de prendre garde que Mars était venu et que le vent avait molli. Mais le 3e jour après cette aventure, en descendant le matin dans la cour, brusquement je compris que c'était le printemps. Une brise délicieuse comme une eau tiédie coulait par-dessus le mur. Une pluie silencieuse avait mouillé la nuit les feuilles des pivoines. La terre remuée du jardin avait un goût puissant, et j'entendais dans l'arbre voisin de la fenêtre un oiseau qui essayait d'apprendre la musique. Maulne, à la première récréation, parla d'essayer tout de suite l'itinéraire qu'avait précisé l'écolier bohémien. À grand-peine, je lui persuadai d'attendre que nous eussions revu notre ami, que le temps fût sérieusement au beau, que tous les pruniers de Sainte-Agathe fussent en fleurs. Appuyés contre le mur bas de la petite ruelle, les mains en poche et nu-tête, nous parlions, et le vent tantôt nous faisait frissonner de froid, tantôt par bouffées de tiédeur, réveillait en nous je ne sais quel vieil enthousiasme profond. Oh, frères, compagnons, voyageurs, comme nous étions persuadés tous deux que le bonheur était proche, et qu'il allait suffire de se mettre en chemin pour l'atteindre. À 12h30, pendant le déjeuner, nous entendîmes un roulement de tambour sur la place des 4 routes. En un clin d'œil, nous étions sur le seuil de la petite grille, nos serviettes à la main. C'était Ganache qui annonçait pour le soir à 8h, vu le beau temps, une grande représentation sur la place de l'église. À tout hasard, pour se prémunir de la pluie, une tente serait dressée. Suivait un long programme des attractions que le vent emporta, mais où nous pûmes distinguer vaguement pantomimes, chansons, fantaisies équestres, le tout scandé par de nouveaux roulements de tambour. Pendant le dîner du soir, la grosse caisse pour annoncer la séance tonna sous nos fenêtres et fit trembler les vitres. Bientôt après passèrent avec un bourdonnement de conversation le gens des faubourgs par petits groupes, qui s'en allaient vers la place de l'église. Et nous étions là, tous deux, forcés de rester à table, trépignant d'impatience. Vers 9h enfin, nous entendîmes des frottements de pieds et des rires étouffés à la petite gale. Les institutrices venaient nous chercher. Dans l'obscurité complète, nous partîmes en bande vers le lieu de la comédie. Nous apercevions de loin le mur de l'église illuminé comme par un grand feu. 2 quinquets allumés devant la porte de la baraque, ondulés au vent. À l'intérieur, des gradins étaient aménagés comme dans un cirque. Monsieur Surel, les institutrices, Maulne et moi, nous nous installâmes sur les bancs les plus bas. Je revois ce lieu qui devait être fort étroit, comme un cirque véritable, avec de grandes nappes d'ombre où s'étageaient Madame Pignot, la boulangère, et Fernande, l'épicière, les filles du bourg, les ouvriers maréchaux, des dames, des gamins, des paysans, d'autres gens encore. La représentation était avancée plus qu'à moitié. On voyait sur la piste une petite chèvre savante qui bien docilement mettait ses pieds sur 4 vers, puis sur 2, puis sur un seul. C'était Ganache qui la commandait doucement à un petit coup de baguette, en regardant vers nous d'un air inquiet, la bouche ouverte, les yeux morts. Assis sur un tabouret près de 2 autres quinquets à l'endroit où la piste communiquait avec la roulotte, nous reconnûmes, enfin maillot noir, front bandé, le meneur de jeu, notre ami. À peine étions-nous assis que bondissait sur la piste un paulet tout harnaché à qui le jeune personnage blessé fit faire plusieurs tours, et qui s'arrêtait toujours devant l'un de nous lorsqu'il fallait désigner la personne la plus aimable ou la plus brave de la société, mais toujours devant Madame Pignot lorsqu'il s'agissait de découvrir la plus menteuse, la plus avare,
ou la plus amoureuse. Et c'était autour d'elle des rires, des cris et des coins-coins, comme dans un troupeau d'oies que pourchasse un épagneul. À l'entracte, le meneur de jeu vint s'entretenir un instant avec M. Sorel, qui n'eût pas été plus fier d'avoir parlé à Talma ou à Léotard, et nous écoutions avec un intérêt passionné tout ce qu'il disait. De sa blessure, refermée, de ce spectacle, préparé durant les longues journées d'hiver, de leur départ, qui ne serait pas avant la fin du mois car il pensait donner jusque-là des représentations variées et nouvelles. Le spectacle devait se terminer par une grande pantomime. Vers la fin de l'entracte, notre ami nous quitta, et pour regagner l'entrée de la roulotte, fut obligé de traverser un groupe qui avait envahi la piste, et au milieu duquel nous aperçûmes soudain Jasmin Delouche. Les femmes et les filles s'écartèrent. Ce costume noir, cet air blessé, étrange et brave, les avait toutes séduites. Quant à Jasmin, qui paraissait revenir à cet instant d'un voyage, et qui s'entretenait à voix basse, mais animée avec Madame Pignot, il était évident qu'une cordelière, un col bas et des pantalons éléphants eussent fait plus sûrement sa conquête. Il se tenait les pouces au revers de son veston, dans une attitude à la fois très fat et très gênée. Au passage du bohémien, dans un mouvement de dépit, il dit à haute voix à Madame Pignot quelque chose que je n'entendis pas, mais certainement une injure, un mot provoquant à l'adresse de notre ami. Ce devait être une menace grave et inattendue, car le jeune homme ne put s'empêcher de se retourner et de regarder l'autre, qui, pour ne pas perdre contenance, ricanait, poussait ses voisins du coude, comme pour les mettre de son côté. Tout ceci se passa d'ailleurs en quelques secondes. Je fus sans doute le seul de mon banc à m'en apercevoir. Le meneur de jeu rejoignit son compagnon derrière le rideau qui masquait l'entrée de la roulotte. Chacun regagna sa place sur les gradins, croyant que la deuxième partie du spectacle allait aussitôt commencer, et un grand silence s'établit. Alors, derrière le rideau, tandis que s'apaisaient les dernières conversations à voix basse, un bruit de dispute monta. Nous n'entendions pas ce qui était dit, mais nous reconnûmes les deux voix, celle du grand gars et celle du jeune homme. La première qui expliquait, qui se justifiait, l'autre qui gourmandait avec indignation et tristesse à la fois. « Mais malheureux !» disait celle-ci. « Pourquoi ne pas voir mardi ?» Et nous ne distinguions pas la suite, bien que tout le monde prêtât l'oreille. Puis, tout se tut soudainement. L'altercation se poursuivit à voix basse, et les gamins des hauts gradins commencèrent à crier « Les lampions, le rideau !» et à frapper du pied.